Emmanuel Guillemot est directeur de recherche CNRS au laboratoire de cristallographie et physique de la matière, le CRISMAT. Sciences des matériaux, pardon. Pardon. Bon. C'est pas grave. Il C'est pas très initie, important. il initie ses premiers travaux de recherche sur les matériaux thermoélectriques lors de ses post-doctorats au Japon, à l'Institute of Advanced Industrial Science and Technology à Osaka et en Belgique, au sein du laboratoire de conception et intégration des systèmes à Liège. Ses recherches actuelles portent sur la synthèse et l'élaboration de matériaux polycristallins. Il s'intéresse en particulier à la cristallochimie de matériaux chalcogénures, halogénures et anions mixtes. Il s'agit là de mieux comprendre l'impact de la structure cristalline sur les propriétés électriques, thermiques et vibrationnelles, et ce en lien avec des calculs théoriques de phonons et de structures de bandes. Emmanuel Guillemot est président du conseil scientifique du groupement d'intérêt scientifique thermoélectricité et président de l'association de recherche et développement des matériaux à Caen. Il nous présente aujourd'hui la cristallochimie et les propriétés de transport dans les matériaux thermoélectriques, focus sur les sulfures et les matériaux à anions mixtes. Emmanuel, vous avez la parole pour 25-30 minutes. Merci Sylvie pour cette introduction. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire et de la FFM et de la FAS pour cette invitation. C'est une très bonne opportunité de présenter mes travaux donc, sur la cristallochimie en lien avec les propriétés de transport sur des matériaux céramiques, des matériaux polycristallins, essentiellement sulfure, c'est mon sujet principal de recherche. Et d'exposer, je présenterai quelques résultats sur les matériaux à anions mixtes. Alors, je vais aller directement sur le sujet de la thermoélectricité, donc qui est un concept relativement vieux, puisque les effets Seebeck et Peltier ont été rapportés au 19e siècle. Donc, c'est une technologie qui est bien connue et assez vieille. Euh, L'un des effets les plus connus, c'est l'effet Peltier, qui sert essentiellement à refroidir des composants, notamment en microélectronique, comme vous pouvez le voir ici sur ce composant-là, ou bien dans vos applications de tous les jours, dans vos glacières d'automobile, dans les réfrigérateurs, par exemple, d'hôtel, très silencieux. Donc, c'est ce type de technologie qui est utilisé. Le principal avantage, c'est que vous n'avez pas de vibration, vous n'avez pas de système de compression. Donc, pour la microélectronique, c'est une technologie qui est particulièrement intéressante, assez fiable et avec très peu de maintenance. Donc, l'intérêt de la technologie, c'est qu'elle peut être aussi utilisée inversement via l'effet Seebeck. Et dans ce cas-là, donc, on ne va pas imposer un courant aux bornes de matériaux semi-conducteurs pour générer un gradient de température, mais on va utiliser un gradient de température pour générer un déplacement des porteurs de charge et initier un courant électrique et donc générer de la puissance électrique. Donc ça, cette application-là, cet effet-là, il est exploité, notamment l'application la plus connue, c'est dans les sondes aérospatiales de la NASA, donc les sondes à exploration lointaine, voyageurs Cassini, qui ont émis des signaux vers la Terre pendant 30 à 40 ans. Et plus récemment, cette technologie-là, elle a été aussi exploitée. On peut voir ici le générateur thermoélectrique à l'arrière sur les rovers Curiosity et Perseverance qui ont été envoyés sur Mars. Donc on peut dire que c'est une technologie qui est très fiable. Sinon, la NASA ne l'aurait pas envoyé dans ses missions exploration lointaine. Voilà, qui permet de convertir la chaleur en électricité. Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, avec toutes les sources de chaleur générées notamment par le soleil et aussi par notre industrie, on peut exploiter une multitude de sources de chaleur et la convertir en électricité. Le gros problème de cette technologie-là, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le rendement des dispositifs. Donc ici, je rapporte des rendements qui ont été rapportés donc, dans cette récente revue en fonction du gradient de température aux bornes de ce système-là. Donc ça, c'est des systèmes qui sont étudiés en laboratoire. Et on peut voir que le rendement est certes très élevé ici, jusqu'à 15%. Cependant, ce gradient de température est obtenu pour des gradients de température entre environ 500 degrés C, donc ce qui est énorme. Probablement que les sondes aérospatiales de la NASA ont des gradients à peu près aussi élevés, puisqu'on est dans un environnement idéal avec une source nucléaire à 1000 degrés et le froid spatial. Dans nos applications de tous les jours, généralement, on se retrouve avec des gradients de 100, 200 ou 300 degrés, c'est-à-dire qu'on a
des efficacités, des rendements de l'ordre de 5 et dans le meilleur des cas, on va dire 10%, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas. Donc aujourd'hui, le coût de fabrication, pour amortir le coût de fabrication d'un module, il faut plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour amortir ce coût-là, si on l'utilise sur un four industriel, sur un bâtiment, etc. Par ailleurs, les matériaux qu'on utilise sont généralement des matériaux céramiques avec des volumes importants, donc il y a un coût de fabrication qui est assez conséquent. Et la technologie des contacts est particulièrement difficile. On peut voir ici les contacts électriques sur le matériau, donc ce qui rend la technologie assez compliquée à adapter pour des applications grand public. Donc aujourd'hui, il y a trois axes de majeurs qui sont développés dans les laboratoires de recherche publics, également dans le privé. Donc il y a un premier axe, donc c'est ce dont je viens de parler, c'est le développement de modules thermoélectriques, non pas pour des applications de température ambiante, puisqu'il y a le composé tellure de bismuth qui est assez fiable, malgré la toxicité et le coût relativement cher du tellurium. Euh, donc, il y a pas mal de recherches sur le développement de devices pour les températures moyennes et hautes. Donc, on pourrait utiliser dans l'industrie, dans le bâtiment et voilà, dans toutes sortes de secteurs. Et pour ça, il faut développer la technologie, surtout les contacts, les problèmes mécaniques. Voilà, il y a énormément de contraintes à l'utilisation de ces modules-là à haute température. Donc, il y a pas mal de groupes dans le monde qui travaillent sur la fabrication de modules qu'on pourrait utiliser pour le grand public. Le deuxième volet au niveau des activités de recherche dans le monde actuellement, c'est l'exploration de nouveaux matériaux pour optimiser le facteur de mérite ZT, mais également découvrir des nouveaux matériaux. Et il y a pas mal de projets qui émergent avec l'assistance de l'intelligence artificielle et des calculs théoriques haut débit, par exemple. Et à ce titre, en France, donc, il y a un projet qui est soutenu par le PEPR Diadème, projet Green Tea, dans lequel je travaille, où on vise à découvrir des nouveaux matériaux sulfure thermoélectriques avec des calculs au débit, donc du criblage au débit et de la synthèse au débit. Et enfin, il y a un troisième volet actuellement dans les recherches thermoélectriques, c'est la miniaturisation des systèmes, notamment pour l'alimentation de capteurs, pour avoir des capteurs autonomes, wireless. Donc là, il y a des enjeux énormes, notamment la fabrication de films minces ou de modules miniaturisés pour générer quelques microwatts et alimenter ces capteurs voilà, sans fil. Donc là, il y a un gros enjeu, il y a beaucoup de recherches sur ces matériaux-là. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler du premier volet, puisque c'est mon sujet de recherche, et comment on peut essayer d'améliorer les performances des matériaux, notamment en jouant sur la cristallochimie. Alors avant de parler cristallochimie, je me dois de vous présenter et vous expliquer la figure de mérite ZT, qui est le paramètre clé pour déterminer la performance d'un matériau thermoélectrique. Alors la figure de mérite, le facteur de mérite ZT est lié au coefficient Seebeck, à la conductivité électrique du matériau et à sa conductivité thermique. Donc en fait, on doit avoir un coefficient Seebeck élevé, puisque le coefficient Seebeck, c'est la faculté d'un matériau à stabiliser une différence de potentiel dans un gradient de température. Donc plus vous aurez un coefficient Seebeck, plus vous allez pouvoir générer une différence de potentiel élevée dans un gradient de température et avoir d'autant plus de puissance électrique. On doit avoir une conductivité électrique élevée pour minimiser simplement les pertes par effet Joule et donc avoir d'autant plus de puissance électrique. Et on doit minimiser la conductivité thermique, donc qui est au dénominateur, pour maximiser le delta T, qu'on retrouve ici dans le coefficient Seebeck. Et donc pour un Seebeck donné, on va avoir d'autant plus de différence de potentiel aux bornes du matériau, si on stabilise donc un grand gradient de température, et on va pouvoir ainsi générer un facteur de Marie ZT plus élevé et plus de puissance électrique et avoir un rendement plus élevé. Alors le problème, c'est que ces trois paramètres sont interdépendants et ils sont principalement liés au taux de porteur. Typiquement, si on prend un métal, vous allez avoir une conductivité électrique extrêmement élevée, mais un coefficient Seebeck extrêmement faible. Donc typiquement, le meilleur compromis se situe pour des semi-conducteurs fortement dopés, des semi-conducteurs dégénérés, avec des taux de porteur se situant à peu près entre 10 puissance 19 et 10 puissance 21. Alors on peut jouer aussi sur la structure de bande du matériau, notamment par des effets de formulation, qui vont permettre de changer la densité d'état au niveau de Fermi et d'accroître le coefficient Seebeck sans trop influencer la conductivité électrique des matériaux. Donc ça, c'est pour la partie électrique. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la conductivité thermique du matériau, elle est liée à la composante électronique, donc directement au taux de porteur. Donc plus votre matériau
va être conducteur, plus vous aurez une composante électronique qui va être importante. Et donc la composante sur laquelle on joue essentiellement, c'est la conductivité thermique de réseau, qui elle est essentiellement intrinsèque à la structure et aussi à la microstructure. Et pour cela, on travaille généralement avec des matériaux, des structures avec des éléments lourds qui vont vibrer à basse fréquence et qui vont permettre de diffuser plus facilement les phonons, comme les composés de cage ou de sites référentiels qui permettent une vibration atomique, et on va le voir plus tard dans mon exposé. Donc ça génère aussi des modes de vibration à basse fréquence qui influencent la diffusion des phonons. Et typiquement, les structures complexes, les structures de basse dimensionnalité avec des faibles liaisons, tout ça, ça permet également de diffuser les phonons. Alors on peut jouer sur la nanostructuration. L'inconvénient de cette technique-là, alors l'avantage c'est que ça va diffuser les phonons aux interfaces, mais le problème c'est que vous allez fortement influencer également la conductivité électrique. Vous allez vraiment perdre en conductivité électrique et en mobilité électrique. Et enfin, il y a des effets qui sont particulièrement intéressants, notamment dans les matériaux sulfures, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Les effets d'ordre-désordre, vraiment à l'échelle structurale et aussi microstructurales, qui permettent de découpler, vraiment d'obtenir des conductivités thermiques faibles, tout en maintenant une conductivité électrique relativement élevée. Donc, vous l'aurez compris, je m'intéresse à une famille de matériaux, les matériaux sulfures, qui visent à substituer notamment certains matériaux qui sont utilisés classiquement dans les modules thermoélectriques, composés, les tellurures par exemple, les composés, et d'autres composés qui peuvent être potentiellement toxiques. L'intérêt des sulfures, donc, c'est l'abondance du soufre par rapport, par exemple, aux composés aux sélénures ou aux tellurures. La grande diversité des structures cristallochimiques, notamment dans les minéraux, dans les bouquins de minéralogie, on rencontre un grand nombre de structures cristallographiques avec lesquelles on va pouvoir jouer pour modifier les propriétés électriques et thermiques. Et donc, ce qui est assez surprenant dans ces matériaux sulfures et notamment dans les matériaux minéraux, c'est qu'on rencontre dans la littérature, donc sur les matériaux thermoélectriques, un grand nombre de matériaux qui présentent des performances relativement élevées. C'est le cas par exemple pour SNS, qui est un composé bidimensionnel, pour les composés digénite et Ag2S, qui ont malheureusement l'inconvénient d'être des conducteurs ioniques. Donc l'application d'un courant électrique va généralement entraîner une dégradation, une décomposition du matériau. Et donc parmi ces matériaux, il y a un matériau qui est vraiment école, qui est assez surprenant, c'est la tétraédrite. C'est un minéral qui est utilisé pour l'extraction du cuivre et qui a des propriétés thermoélectriques assez exceptionnelles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la tétraédrite est un composé issu de la structure sphalérite, ZNS, où la structure est principalement composée de tétraèdres joints par les sommets. Euh, donc, si on compare ici les facteurs de mérite ZT des matériaux thermoélectriques, des sulfures de cuivre notamment, on peut s'apercevoir que la tétraédrite possède un facteur de mérite de l'ordre de 1, ce qui est relativement élevé pour un matériau sulfure, puisque les matériaux intermétalliques, qui sont classiquement utilisés dans les modules thermoélectriques, ont des facteurs de mérite ZT de l'ordre de 1,5. Donc on est bien en deçà de ces valeurs-là, mais on n'en est pas très loin. Et je vais vous expliquer pourquoi on obtient un ZT aussi élevé pour ces matériaux tétraédrites. Alors, les propriétés thermoélectriques de ce composé ont été rapportées il y a déjà pas mal de temps, il y a 13 ans, par le groupe de Soekuni à Kyushu University et le groupe de Donald Morelli à Michigan State University. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que ce composé tétraédrite est intrinsèquement un smicon dégénéré. Vous n'avez pas besoin de le doper. Naturellement, ce matériau-là est un smicon dégénéré. Et quand on regarde ici la structure de bande rapportée pour ce matériau-là, dans le papier APL rapporté en 2016, on voit que le niveau de Fermi se situe ici dans la bande de valence, ce qui signifie que la structure a plusieurs trous par unité formulaire qui sont associés à la valence mixte cuivre plus cuivre 2+. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que les charges, ici les trous, se trouvent délocalisés dans le réseau conducteur, cuivre-soufre, ici joint par les tétraèdres, ce qui va permettre d'obtenir un comportement de type métallique au niveau de la résistivité électrique, avec des très faibles résistivités électriques. Par ailleurs, cette structure est assez unique, puisque comme on peut le voir, on a ici la présence d'antimoine dans la structure, avec l'activité d'une paire libre d'électrons ici, au sommet de ce polyèdre, qui va engendrer beaucoup d'espace dans la structure et qui va permettre de stabiliser un cuivre en coordination triangulaire, qui va vibrer énormément dans la structure, à basse fréquence, et qui va diffuser les phonons.
Donc ce matériau-là a à la fois une conductivité électrique extrêmement élevée et une très faible conductivité thermique. Et c'est ce qui explique pourquoi le facteur de Merrill ZT est très élevé. Alors dans cet esprit-là, au laboratoire CRISMAT, on s'intéresse à essayer de trouver des structures qui sont rapportées ou voire même de synthétiser des nouvelles structures qui pourraient avoir des similitudes ou qui pourraient générer des propriétés thermoélectriques intéressantes. Alors, suite à ces travaux, on s'est intéressé à différents composés. Et dans le cadre d'une thèse qui a débuté à peu près en 2020, nous sommes intéressés à des minéraux donc d'origine minérale qui pourraient présenter des similitudes avec la tétraédrite. Et on s'est tout de suite intéressé au composé vitichénite CU3BS3 qui présente vraiment des similitudes, puisque le bismuth ici est en coordination pyramidale avec une activité de la paire libre du bismuth 3+, ici au sommet, donc qui donne de la liberté dans la structure. Et le réseau de cuivre-soufre est constitué de cuivre triangulaire, ici ça forme des triangles planaires, donc coordination triangulaire, 3D. Donc on peut très bien imaginer avoir une très faible conductivité thermique liée à la vibration du cuivre, comme dans la tétraédrite, et par ailleurs avoir une délocalisation des charges dans ce réseau conducteur 3D pour générer une conduction électrique très élevée. Alors le premier enjeu, ça a été de resynthétiser ce composé minéral dont la structure a été résolue en 1973. Et donc pour cela, on a exploité notre savoir-faire sur la synthèse, notamment de sulfure de cuivre et d'autres types de sulfure de métaux de transition. Donc notre savoir-faire en mécanosynthèse, puisque la plupart des sulfures de cuivre se synthétisent très très bien en mécanosynthèse. Alors comment ça fonctionne? On prend généralement les éléments ou des composés binaires que l'on va broyer dans des broyeurs planétaires à haute vitesse, qui vont entraîner des phénomènes d'écrasement, de fracturation et d'homogénéisation, qui vont conduire à des poudres extrêmement fines et à très haute réactivité, et des poudres fines, mais qui ont déjà précristallisé, ce qui est assez fascinant. Donc ces poudres étant très réactives, ensuite on les densifie à relativement basse température avec des techniques de frittage à chaud telles que le hot pressing, le spark plasma sintering ou le HIP. Alors, dans le cas du CU3BIS3, par exemple, ça va être un exemple parmi tant d'autres qu'on étudie au laboratoire. Par exemple, on va suivre les diffractogrammes de rayons X sur poudre en fonction de la température de broyage. Alors ici, ce qu'on a observé très rapidement, si on compare le diagramme théorique avec les diagrammes expérimentaux, en rouge, bleu, rose et vert, c'est que le matériau, la structure et la phase est déjà formée après 30 minutes de broyage. On peut voir que les pics correspondent parfaitement. Alors certes, les pics sont très larges, ce qui suppose des matériaux pas forcément bien cristallisés, avec des contraintes probablement à l'intérieur du matériau, et avec des cristallites de petite taille. Ensuite, on utilise cette poudre très réactive que l'on va friter, que l'on va densifier à haute température, donc ici relativement basse température, 320 degrés C, et on obtient des pics de diffraction beaucoup plus fins, ce qui atteste donc d'une cristallisation du matériau, avec un grossissement des cristallites et des grains dans le matériau. Alors ensuite, pour vérifier la cristallinité, on fait des affinements, notamment Rietveld. Donc je travaille avec les cristallographes du laboratoire et aussi dans plusieurs laboratoires dans le monde pour vérifier notamment la structure des matériaux. Donc on fait des affinements Rietveld sur des données RX de laboratoire ou synchrotron et généralement on fait des analyses TEM pour vérifier la microstructure et la structure. Dans le cas présent, on a des matériaux qui sont très bien cristallisés, exempts de défauts, avec des microstructures assez fines, avec très peu de porosité et donc des cristallites, des grains très petits de l'ordre de 100 à 200 nanomètres. Alors ici, la problématique qu'on avait, c'était de vérifier que le cuivre ici vibre dans la structure. Donc pour ça, on doit remonter, faire une analyse structurale poussée qui peut être faite par diffraction des rayons X sur monocristal. C'est une technique classiquement utilisée en laboratoire. Le problème dans notre cas, c'est que on n'a pas de monocristaux pour ces matériaux-là, on a uniquement des matériaux polycristallins. Pour quelle raison? La première, c'est qu'on n'est pas très bon pour faire croître des monocristaux. Et la deuxième, c'est qu'on est un petit peu feignant, puisqu'en fait, au laboratoire, on a un chercheur, Philippe Boulet, qui est expert en 3DED. Donc, c'est de la diffraction aux électrons. Donc, c'est de la précession des électrons en mode tomographie qui va permettre d'analyser
vraiment la structure cristallographique de votre matériau. Et l'avantage de cette technique-là, donc, c'est qu'elle peut sonder tout type de matériaux, mais surtout qu'elle peut aller analyser sur des tailles de faisceaux à peu près de l'ordre de 100 nanomètres, ce qui est impossible avec un faisceau de rayons X pour de la diffraction sur monocristal. Donc là, Philippe a été sonder la matière, a pris des cristallites ici dans ce grain, par exemple, et a pu remonter à la structure. Et ce qu'il a rapidement observé, c'est qu'on a une vibration fortement anisotrope du cuivre en coordination triangulaire, donc sur les trois sites de la structure. Et comme on avait pu le voir sur la tétraédrite, ces trois sites donc, engendrent donc, des modes de vibration à basse fréquence. Donc c'est la courbe bleue ici qui représente le cuivre. On peut voir qu'on a des modes de vibration à basse fréquence qui ne sont pas trop classiques pour le cuivre et qui sont comparables au mode de vibration du bismuth, qui lui est un élément lourd et qui classiquement vibre à basse fréquence. Et donc ces vibrations engendrent une très faible conductivité pour ce matériau-là, qui est en dessous du composé référence, donc à savoir la tétraédrite. Donc là, quand on a eu ce premier résultat-là, on était très content, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir une conductivité thermique aussi faible. Et finalement, on peut faire un parallèle entre la conductivité thermique de réseau et finalement la coordination du cuivre, puisqu'on s'aperçoit que les faibles conductivités thermiques sont obtenues pour des matériaux à coordination triangulaire. Alors, pour nous, c'est purement coordination triangulaire. Pour la tétraédrite, c'est un mélange. Et pour ces composés-là, ce sont des composés uniquement avec du cuivre en coordination tétraédrite. Et puis finalement, on peut aussi faire le lien entre la conductivité thermique et le facteur d'agitation anisotrope. Et on s'aperçoit que la conductivité thermique de réseau diminue fortement lorsqu'on se situe dans des matériaux à coordination triangulaire où le cuivre va fortement vibrer dans la structure. Alors, on était très content de ce résultat-là, puisqu'on s'imaginait pouvoir avoir un matériau thermoélectrique très performant, notamment avec une très faible conductivité thermique. Le problème, c'est que on a observé. Alors, c'est pas un problème. Tout d'abord, on a mesuré la résistivité électrique de ce matériau-là et on a constaté que la résistivité électrique avait un comportement de semi-conducteur classique avec un coefficient Seebeck relativement élevé, ce qui est tout à fait attendu, puisqu'on a ici, dans ce cas-là, du cuivre monovalent, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans le cas d'un smicon dégénéré avec de la valence mixte du cuivre. On a 3 ici cuivre plus, du bismuth 3 plus et 3 soufre de moins. Alors, on n'était pas trop inquiet puisqu'on imaginait doper ce matériau-là par des substitutions cationiques notamment ou par des lacunes cationiques. Mais tous les dopages et tous les essais que l'on a faits n'ont pas permis d'augmenter la conductivité électrique du matériau et on s'est toujours retrouvé avec une très faible conductivité électrique. Finalement, donc, ce qu'on a compris, c'est que la coordination triangulaire ici du cuivre dans ce réseau-là euh, ne permet pas de stabiliser la valence mixte cuivre de plus pour des raisons électroniques que je n'explique pas encore. En tout cas, on ne peut pas stabiliser la valence mixte cuivre de plus dans ce système-là et on ne peut pas donc délocaliser les trous et les charges dans le réseau de conduction et générer de la conductivité électrique. Ce qui est complètement l'inverse dans la tétraédrite, puisque ici on a un réseau non pas de cuivre triangulaire, mais un réseau de tétraèdres joints par les sommets. Et on sait que dans ces systèmes-là, dans les sulfures de cuivre, on peut délocaliser les charges donc dans un réseau 3D et obtenir des conductivités électriques très élevées. Donc la conclusion de ce travail, c'est certes, la coordination triangulaire dans les structures est un point important pour générer des faibles conductivités thermiques, mais néanmoins, on ne doit pas oublier le réseau conducteur et dans le cas présent des sulfures de cuivre, on doit avoir un réseau de tétraèdres joints par les sommets pour obtenir une délocalisation des charges qui va certes contribuer à la propagation des phonons, mais qui va assurer une très bonne conductivité électrique. Et donc c'est dans cet esprit-là, je vais regarder combien de temps il me reste, j'ai déjà été un peu long, c'est dans cet esprit-là que l'on s'est intéressé aux composés à anion mix pour exploiter finalement un peu le même principe. Alors, les composés anions mixtes pour la thermoélectricité, les premières études datent vraiment de 2013 avec des travaux remarquables de l'équipe de David Berardan à l'ICMO à Orsay qui ont rapporté dans ce composé à anion mixte, bismuth, cuivre, sélénium, oxygène, des facteurs de mérite ZT très élevés, de l'ordre de 1 voire 1,5 à haute température. Alors, ce facteur de mérite ZT très élevé s'explique par une conductivité électrique assurée ici dans le réseau cuivre-sélénium par des tétraèdres, donc cuivre-sélénium. Et par ailleurs, la structure est composée de bismuth relativement euh, lourd, euh,
et une structure 2D avec des faibles liaisons qui va avoir tendance à générer des conductivités thermiques très faibles euh, et donc obtenir une conductivité thermique faible. Voilà. Et donc ça va générer un facteur de mérite ZT élevé. Alors plus récemment, le groupe de Matt Rosinski à l'université de Liverpool ont rapporté une conductivité extrêmement faible, de l'ordre de 0,1, dans un autre composé anion mixte, composé de trois anions sur trois sites cristallographiques différents. Donc cette conductivité thermique est particulièrement faible puisqu'elle est par exemple en dessous d'un composé d'un verre de silice. Alors, comment ils ont expliqué cette faible conductivité thermique? Essentiellement par la structure 2D de ce composé-là et par les très faibles interactions ici que l'on peut voir entre les couches, ici entre les anions de sélénium dans la structure. Donc, on s'est intéressé à d'autres composés à anions mixtes avec l'espoir de générer des propriétés électriques intéressantes. Et on est tombé sur l'article de Ruck dont la structure a été rapportée en 2004 sur monocristal. Alors, ça nous a tout de suite intéressé puisque dans cette structure, alors l'argent, ça peut être aussi du cuivre. Il y a les deux composés homologues. Le cuivre est en coordination linéaire avec deux soufres ici et ça forme des chaînes zigzag et des plans ici AC dans la structure. Ces plans s'intercalent avec des plans ici bismuth. Le bismuth est enjoint à des soufres et des chlores dans la structure, dans une structure 2D avec du cuivre qui vibre de manière fortement anisotrope dans ces chaînes linéaires en zigzag. Donc cette structure avait vraiment tous les éléments pour potentiellement générer une faible conductivité thermique et aussi avoir une délocalisation des charges ici dans la structure. Alors le premier enjeu, ça a été de resynthétiser le composé, puisqu'il n'avait jamais été synthétisé sous forme de poudre et sous forme céramique. Et après de multiples essais, optimisation des conditions de synthèse, on a réussi à obtenir un matériau de très bonne cristallinité et de haute pureté, dont on a vérifié la structure notamment par thème. On n'a pas observé notamment de défauts structuraux. Euh, on s'est également amusé, si je puis dire, à réanalyser ces composés-là par précession, par 3D-ED, et on a pu confirmer exactement la structure qui a été rapportée par Ruck par diffraction des rayons X sur monocristal, avec ici notamment la forte agitation du cuivre dans la structure, qui confirme donc voilà, et qui montre que la 3D-ED est vraiment une technique très très fiable pour remonter à ce genre d'informations. Alors, je vais aller très rapidement aux conclusions. Ce que l'a montré pour ce matériau-là, c'est que ces vibrations du réseau, ces vibrations du cuivre en coordination triangulaire, comme c'est le cas en fait sur CU3 BIS3, en fait, on avait commencé ces études-là à peu près en même temps. Le cuivre vibre à basse fréquence, tout comme le bismuth. Et donc ça permet de fortement diffuser les phonons et d'obtenir des conductivités thermiques très faibles. Et par ailleurs, ce qu'on leur a montré, c'est que la description de la structure par Ruck n'était pas forcément très correcte, puisque dans le polyèdre ici de bismuth, il avait considéré des liaisons très très longues avec les chlores environnants. Et en fait, la structure peut être plutôt représentée, ici, les faibles liaisons sont représentées ici. Finalement, la structure, c'est une structure pseudo 1D, pseudo 2D, puisqu'on a ici des plans 2D, mais aussi des chaînes de bismuth avec des très faibles liaisons. Et ces faibles liaisons ici permettent aussi de fortement diffuser les phonons et donc génèrent des conductivités thermiques très faibles, parmi les plus faibles dans des matériaux à ion mix. Donc ici, la faible conductivité thermique est liée à la basse dimensionnalité, les faibles liaisons et la vibration atomique du cuivre dans la structure. Donc en conclusion, euh, je pense que la cristallochimie est vraiment importante pour comprendre les structures, pour comprendre les propriétés thermoélectriques de matériaux sulfures à anion mix, également halogénures sur lesquels on travaille. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a des facteurs de mérite ZT très élevés sur des matériaux collusites ou sur des sulfures de cuivre éteint avec des effets d'ordre-désordre. Donc on a montré que la faible dimensionnalité et l'hétérogénéité des liaisons étaient un facteur clé pour générer des faibles conductivités thermiques en lien aussi avec l'harmonicité dans ce type de composés. Et on s'intéresse aussi à la chimie des défauts. On a trouvé par exemple différents polytypes de CU2ZRS3 composés avec une multitude de défauts dans la structure, ou par exemple d'autres composés, plomb, bismuth, soufre, où là on a réussi à modéliser les défauts et les structures donc, de ces matériaux-là en lien avec les propriétés thermoélectriques. Et au final, je voudrais surtout remercier tous les collaborateurs. Donc c'est un
vaste sujet avec beaucoup de collaborateurs. N'étant pas cristallographe, donc je collabore avec les cristallographes du laboratoire, Philippe Boulet, Camalo Prestipino, Olivier Pérez, euh, euh, Oleg Lebedev et Bernard Raveau, qui est l'ancien directeur du laboratoire et qui m'apporte énormément de connaissances en chimie du solide. Je voudrais surtout remercier mes étudiants et mes postdocs qui contribuent à ce travail, et puis tous les collaborateurs en France et dans le monde qui contribuent pour l'étude cristallographique, l'étude des structures et aussi tous les calculs théoriques qui sont menés sur ces composés-là et d'autres mesures de spectroscopie Raman, etc. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces avancées importantes hein, dans le développement et la compréhension surtout hein, des nouveaux matériaux thermoélectriques. Donc, nous avons un peu de temps pour des questions. Vous pouvez lever la main. Là, je vois pas de questions. Quelqu'un peut prendre la parole? Non, moi j'avais une petite question sur la porosité. Vous avez dit qu'elle était faible. Et est-ce que elle peut être diminuée encore selon le type de fritage, des techniques de fritage que vous utilisez? Ou est-ce vraiment important, cette porosité? Ouais, ouais, la porosité influence énormément sur les propriétés de transport, notamment sur la conductivité thermique. On a une influence dès que la porosité augmente, on peut avoir une diminution très importante de la conductivité thermique. Donc après, on ne sait pas trop exactement ce qu'on mesure. Alors typiquement, ce qu'on a montré, notamment dans les matériaux collusites, c'est un sujet que j'ai encore en cours dans le cadre d'un projet ANR. Par exemple, Mhm. on a montré qu'en utilisant du HIP, on pouvait Ouais. vraiment combler, euh, D'accord. enlever ces dernières porosités. La porosité, alors soit ouverte, soit fermée, ça dépend des matériaux ou les deux. Et voilà, ça, c'est une technique qui est intéressante. Alors, par contre, qui est un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Oui, c'est ça, oui. Mais typiquement, si on joue sur les cycles de frittage, on peut jouer aussi avec des matrices, par exemple au SPS, avec des matrices en carbure de tungstène, qui vont permettre Mhm. de presser à plusieurs centaines de mégapascales, voire 1 ou 2 gigapascales, et on va pouvoir enlever certaines porosités et voilà, avoir des matériaux également plus robustes, voilà, ce qui est important pour les applications thermoélectriques. Mhm. On vise combien? 99, Oui, ça, dans le meilleur des cas, mais alors généralement, on essaie d'avoir des densités au-dessus de 95%. Voilà. On n'est pas aussi rigoureux que dans certains domaines vraiment céramiques, où on a d'accord. vraiment besoin d'avoir de densité. Par exemple, je parle pour les propriétés optiques ou de Mhm. transparence, on a vraiment besoin d'atteindre des densités proches de 100%. Voilà, si on est au-dessus de 95%, on aura déjà une bonne idée des propriétés intrinsèques du matériau. Mm. Merci. Je vois pas d'autres questions. Ben, écoutez, je vous remercie encore, hein. Et Ouais. puis, je remercie aussi les responsables du colloque Matériaux Énergie hein, pour leur contribution. Voilà, donc les prochains webinaires auront lieu en septembre. Et donc, je vous rappelle qu'ils sont enregistrés hein, et que vous pourrez les retrouver sur les sites de la FFM et de la FAS en YouTube. Voilà, à bientôt. Très Merci. bien, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.